l'avenir s'annonce très très sombre. Et les forces de police de toute façon ne seront pas assez nombreuses. On a une fausse image des policiers qui font de la cyber et nous on est capable de faire parler n'importe quelle machine, n'importe quel appareil. Donc du coup on ne peut pas retenir des éléments qui sont brillants parce qu'ils vont aller bosser à l'extérieur pour des salaires 2 à 3 fois supérieurs. La cybersécurité c'est un domaine qui va être aidé par l'IA. Mais on ne remplacera jamais le cerveau humain. Moi je le vois fréquemment quand on m'appelle, c'est trop tard. Mais en vérifiant les données, je me suis aperçu qu'il y avait un serveur caché qui était au sein des serveurs d'entreprise. Et dans ce serveur, vous aviez des images avec caractère pédopornographique. Bonjour, je m'appelle Pierre Penalba, je suis commandant de police honoraire. J'ai dirigé la première unité de lutte contre la cybercriminalité de la PJ de Nice. Première unité qui était active en dehors de Paris. Et on a mis en place tous les éléments de l'enquête numérique actuelle. Mon environnement familial, mon père était policier, ça m'a donné envie de faire ce métier, mais j'avais une appétence dans la technologie, vers la technologie, et j'avais envie de mettre mes compétences techniques au service des forces de police. Donc du coup, j'ai développé mes talents dans le domaine pour apprendre à coder, pour apprendre les réseaux. Il faut juste préciser que j'ai commencé dans les années 80. Donc les réseaux étaient au tout début, Internet aussi, c'était vraiment les balbutiements et j'ai appris au CNAM les bases techniques qui me manquaient de façon à avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir être capable de coder, d'explorer n'importe quel réseau. Alors j'ai intégré la police pour faire du terrain et la cybersécurité c'est un plus. Et en fait on a une fausse image des policiers qui font de la cyber, on pense qu'ils sont tout le temps dans leur bureau devant les écrans. Or, on fait de l'écran, effectivement, mais comme beaucoup de collègues, et on fait énormément d'interventions sur le terrain, parce que par exemple, quand on identifie un hacker, c'est nous qui allons le chercher, on va faire les perquisitions, on identifie les auteurs, et on va les chercher directement. Un pédocriminel, c'est nous qui allons le chercher. Pourquoi? Parce que l'expertise des policiers qui viennent sur le terrain, ça permet de trouver les éléments qui sont nécessaires pour l'enquête, tout bêtement. Dans les unités de lutte cyber, on propose de l'assistance à tous les collègues, ça veut dire quelles que soient les brigades, vous avez des unités qui vont avoir besoin de spécialistes. Et nous, on est capable de faire parler n'importe quelle machine, n'importe quel appareil, tablette, téléphone, ordi, et on est capable de récupérer des données, surtout qui sont effacées, ou de trouver des données qui sont cachées, chiffrées. Donc c'est cette expertise-là qui est mise au service des collègues. Donc du coup, on est des experts, mais on a nos enquêtes indépendantes qui nous permettent de travailler de façon indépendante des autres services. Mais ça permet de toucher à tous les domaines, ce qui fait qu'on va travailler avec l'antiterrorisme, on va travailler avec la BRB, on va travailler avec les procédures financières. Enfin, on a un panel énorme de travail dans le domaine. L'interrogatoire de police, ouais, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec les analyses de machines, c'est vrai. Parce qu'au départ, quand on a les machines, très souvent elles sont effacées, les données sont protégées, et notre but c'est d'aller chercher le détail qui va nous permettre de trouver l'information. Alors il y a des logiciels assez simples qu'on utilise qui nous permettent de récupérer de la donnée, mais la donnée qui est récupérée, après il faut la comprendre, il faut l'analyser, et il faut aller chercher au bon endroit l'information qui nous convient. Donc après il y a toute une expérience de l'enquêteur qui va faire qu'on va trouver l'information alors qu'elle est cachée au milieu de... C'est une aiguille dans une botte de foin, mais on est capable de la trouver parce qu'on a l'expérience spécifique. Dans les livres que j'ai écrits, j'ai décrit mon travail au quotidien pour démystifier un peu le travail de police scientifique dans la cyber et surtout mettre en garde les gens dans les dangers qu'on a autour de soi. C'est-à-dire, je montre que des gens lambda, ils ont des problèmes monstrueux à cause d'une ignorance de ce qui se passe sur les réseaux, du fait qu'on peut capter leur image, on peut transformer le son, on peut faire des choses avec des appareils qu'on n'imagine même pas maintenant. Donc le but de ces livres, c'est de raconter justement tout ce qui peut arriver, mais ça va du particulier aux familles, en passant par les enfants et en passant par les entreprises aussi, et les hackings, et voire la politique, puisque j'ai quand même quelques histoires d'hommes politiques dans mon livre. Les chiffres montent en permanence malheureusement, et ça c'est quelque chose qu'on a vu se développer depuis les années 2000, et malheureusement c'est exponentiel, parce que les outils deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Avec l'explosion des agents IA, maintenant, n'importe qui peut coder, créer ce qu'on veut. Vous avez des logiciels comme WarmGTP qui permet de créer des attaques en direct. Donc c'est exponentiel. Le problème, c'est que ça va se poursuivre. Et s'il n'y a pas une vraie prise de conscience des entrepreneurs, des particuliers, pour se protéger, pour mettre en place des solutions de sécurité, on va être l'avenir s'annonce très très sombre. Et les forces de police, de toute façon, ne seront pas assez nombreuses. En France, on est censé être quelques milliers. Dans la réalité, les policiers qui travaillent réellement sur le domaine, ils sont extrêmement peu nombreux.
Je ne sais même pas si on dépasse le millier. Au niveau des moyens, moi je dirais qu'on est quand même pas mal doté, c'est-à-dire les labos sont bien équipés, les gendarmes sont très bien équipés, mais on manque d'effectifs et de gens formés. Et il y a un paradoxe, c'est que quand les gens deviennent très bons dans nos services, ils sont souvent aspirés par des sociétés privées qui les payent beaucoup mieux. Donc du coup, on ne peut pas retenir des éléments qui sont brillants parce qu'ils vont aller bosser à l'extérieur pour des salaires 2 à 3 fois supérieurs. L'univers cybersécurité, c'est un univers qui a encore énormément d'avenir, en particulier sur le côté sécurité. Par exemple, en programmation, en création de logiciels, il y en a beaucoup moins dans tous les domaines qui peuvent être couverts par l'IA facilement. La cybersécurité, c'est un domaine qui va être aidé par l'IA, mais on ne remplacera jamais le cerveau humain. Parce qu'il y a une analyse avec des paramètres que l'IA ne va pas pouvoir gérer. Moi, je le vois tous les jours quand on utilise des agents IA pour faire de l'attaque. Vous n'avez pas le même résultat que quelqu'un qui a de l'expérience et qui va savoir comment diriger le logiciel. Ce n'est pas quelque chose qui peut être appris facilement. Hein, je ne dis pas que les autres métiers peuvent être facilement remplaçables, mais il y a un côté d'intuition, il y a un côté d'expérience et il y a un côté de profondeur dans l'analyse qui fait que l'humain, le cerveau humain, a une place extrêmement importante. Et du coup, dans ces métiers-là, il y aura du boulot encore pendant des années, parce qu'on ne peut pas pour le moment, et actuellement je pense que ce n'est pas envisageable à court terme même, remplacer un humain par une IA pour la cybersécurité. Je vais encore me faire des amis. Les conseils sont toujours les mêmes. Il faut durcir son système informatique, mais sans mettre des moyens gigantesques dessus. Et il faut former le personnel. Il y a une question de formation du personnel qui est indispensable, parce que vous pouvez avoir le meilleur rempart au monde. Si vous avez Lucette qui va cliquer sur un lien frauduleux dans le mail à l'intérieur de l'entreprise, ou qui va ramener une clé USB et que ça n'a pas été prévu et qui va infecter le réseau, vous allez avoir une catastrophe dans l'entreprise. Ou même un dirigeant qui ne sait pas que son ordinateur de service ne doit pas être utilisé pour jouer à la maison ou faire d'autres choses différentes. Et donc il va télécharger des logiciels, il va infecter son service et on ne peut pas se protéger contre tout. Et malheureusement, il faut qu'on apprenne à ces règles de savoir-vivre numérique et d'hygiène numérique à tout le monde. Et c'est le seul moyen d'arriver à s'en sortir, parce que sinon, pour moi, si on ne prend pas les mesures et si on ne forme pas les gens et si on ne met pas en place les mesures minimales, dans les entreprises, par exemple, une chose qu'on doit absolument avoir, c'est des sauvegardes qui sont sous le format qui est désigné par l'ANSSI actuellement, sous le format 3, 2, 1, 1. C'est-à-dire des 3 types de sauvegardes, 2 formats différents, et une sauvegarde extérieure et une sauvegarde qui a été testée. Et c'est le minimum. Les gens me disent souvent, oui, mais on n'a pas le temps, ça coûte cher. Le jour où ils se font pirater, qu'ils perdent tout, moi je le vois fréquemment quand on m'appelle, c'est trop tard. Et j'arrive dans la société, il n'y a pas les sauvegardes qui fonctionnent, ou elles sont pas opérantes, ou elles sont en retard. Donc là, vous avez des catastrophes qui se font. Il faut former les gens et leur dire que ça peut arriver et que ça va arriver. Oui, j'ai une affaire. C'est pas l'affaire qui m'a le plus marqué, mais c'est une affaire que j'ai eue récemment. J'ai été appelé par un chef d'entreprise pour faire une vérification de son réseau et de la sécurité de son réseau. Donc ce que j'ai fait, on a fait un pen test interne, on a vérifié les données. Mais en vérifiant les données, je me suis aperçu qu'il y avait un serveur caché qui était au sein des serveurs d'entreprise, qui était dissimulé à tout le monde. Et dans ce serveur, vous aviez des images à caractère pédopornographique. Et en analysant le système, je me suis aperçu que ces images étaient consultées par une seule personne dans l'entreprise, et c'était le directeur de projet. Ce n'est pas lui qui m'avait signé le contrat, mais c'était le directeur de projet. Et quand vous êtes confronté à un truc comme ça, normalement, mon instinct de policier et de père et de grand-père dit il faut entamer une procédure judiciaire. Mais sauf que cette personne-là, elle avait les rênes du projet, elle avait tous les mots de passe, elle avait tout. Et quand je l'ai annoncé au dirigeant, il m'a dit mais si on l'arrête, je perds tout. Et du coup, on a pris le temps de lui laisser recruter quelqu'un. Et franchement, c'est pas évident. Vous savez que quelqu'un est un criminel et vous le laissez agir pour pouvoir sauver l'entreprise. Parce que derrière, il y a 250 personnes. Donc, ils ont fait une sorte de magouille en recrutant quelqu'un en urgence qui est venu récupérer les mots de passe et les logs et tout ça. Et à ce moment-là, le gars a pu être interpellé par les collègues. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça. Vous êtes sur le grill pendant plusieurs jours, le temps qu'on récupère les accès. Parce que ce gars-là, il est arrêté, il ne veut pas donner ses mots de passe. L'entreprise, elle s'arrête. Et le gars perd tout. Mais il y avait aussi un problème justement de sauvegarde, de mots de passe, de gestion des accès, d'autorisation qui n'était pas géré dans l'entreprise, ce que j'ai souligné d'ailleurs dans le rapport final.